Allez, nous revoilà pour la vidéo numéro 3 concernant le complément en photogrammétrie aérienne de la partie du toit qui n'a pas pu être numérisée. Ce dont nous parlions la fois dernière, c'est que voilà, la partie supérieure du toit n'a pas pu être capturée parce que les scanners sont au sol, donc ils ne voyaient pas cette partie-là. Donc deux solutions, soit on arrive à monter le scanner en toiture, ça arrive assez souvent, mais c'est un peu dangereux. Donc il vaut mieux utiliser une autre technologie qui est la photogrammétrie aérienne. Une seconde technologie donc tout à fait différente. Vous pourrez reprendre les supports de cours que nous avons déjà étudiés, mais cette technologie va nous permettre de créer le même objet, c'est-à-dire le même nuage de points, donc un listing informatique qui reprend pour chaque point sa caractérisation géométrique XYZ, et sa caractérisation de colorimétrie rouge, vert, bleu, RVB ou RGB in English. Petit clin d'œil pour ceux qui ont vu la vidéo en anglais qui nous a procuré quelques petits sourires. Allez, on est parti. Donc nous allons balayer rapidement l'aspect réglementaire de cette acquisition, puisque c'est quand même important quand on se lance dans la photogrammétrie aérienne. Puis les concepts d'acquisition, ce que nous avions choisi pour acquérir les images qui nous permettront de réaliser le traitement photogrammétrique. On vous expliquera le pourquoi de nos choix et ensuite on ira sur notre logiciel de traitement afin de vous montrer la façon de traiter et puis le rendu. Donc allez, on est parti. Je vais vous montrer deux étudiantes de licence Progeo 3D de cette année qui sont en train de travailler autour de notre château et en train de passer leur partie pratique du brevet de pilote. Et je vais laisser le son, comme ça vous aurez un peu l'impression de piloter avec nous. Donc voilà Marianne et Léna. Souriez. Donc je m'arrête là. Donc pour la petite histoire, donc ces élèves-là, comme les élèves de BTS d'ailleurs, passent le permis de télépilote au lycée. Donc il y a la partie théorique et puis la partie pratique. Donc ça c'est le samedi matin. Nous nous retrouvons le samedi matin pour faire toutes les épreuves de pilotage pratique et donc de pouvoir les labelliser avec le brevet complet de télépilote. Donc là, Marianne et Léna, que vous venez de voir, elles sont en train de s'entraîner autour du château. Donc là, elles pilotent. Mais nous avons réalisé aussi des acquisitions en photogrammétrie. Cette fois-ci, on pilote beaucoup moins. On programme nos vols et on détermine l'acquisition des photos, le recouvrement, enfin les différents points que nous allons évoquer tout à l'heure. Alors avant de parler de ça, on va faire un petit retour sur l'aspect réglementaire. Alors voilà l'aspect réglementaire, j'ai préparé une petite diapositive synthétique qui nous explique tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce type de chantier. Bon alors en haut, on est tous télépilotes. Donc les profs ont commencé, puis maintenant les étudiants, ça fait déjà quelques promotions. Je crois que ça fait 4 promotions de BTS et 3 promotions de licence Progeo 3D. Donc cette année, on a fêté notre 150e télépilote. On est un peu fiers, donc on le dit. Donc 150e télépilote diplômé au lycée. Donc une fois qu'on a des télépilotes, on fait la rédaction d'un manuel d'activité particulière. Ce manuel d'activité particulière, c'est la petite bible qui va reprendre qui est responsable des vols à Canto, quels sont les pilotes à Canto et quels sont les drones sur lesquels nous volons, est-ce qu'ils sont accrédités ou pas. Le fait d'avoir donc des pilotes puis de réaliser la rédaction de ce manuel d'activité particulière qu'on appelle un MAP, ça nous permet de faire une déclaration auprès de la DGAC. Cette déclaration va donc valider le fait que nous sommes exploitants aéronautiques. Voilà, donc, nous le lycée Canto est exploitant aéronautique. Donc l'exploitant aéronautique, c'est le lycée par le biais du proviseur. Donc c'est le proviseur, monsieur Monpeyi,
Tiens, excusez-moi, petit message. Donc c'est le proviseur qui est exploitant et donc moi je suis responsable sécurité. Puis après tous les télépilotes sont dans notre map. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut déclarer nos vols. Donc dans le cas de l'acquisition sur le château de Canto, donc le lycée se situe à vol d'oiseau à 500 mètres bien évidemment d'un aéroport. Donc la réglementation la plus compliquée possible. Donc pour faire ces vols, il n'y a pas de souci, on y arrive. Il faut s'y prendre bien à l'avance. Et donc on a déclaré auprès de la préfecture, on a déclaré auprès de l'aéroport en demandant leur accord. Et comme nous avons choisi de voler avec nos drones Phantom 4 Pro, on vous expliquera après pourquoi. On aurait pu en prendre d'autres puisqu'on dispose d'autres drones. Mais là, on voulait faire une application avec ce drone-là. Comme on a décidé de voler donc avec les Phantom 4, eh bien, DJI interdit les vols dans ces zones-là. Ça s'appelle des no-flying zones. Donc, il faut aussi demander aux Chinois, constructeurs des DJI, de nous déloquer les Phantom pour la période du vol. Donc, il faut aussi faire une demande à la Chine pour pouvoir débloquer nos drones. Quand tout ça est ok, eh bien, on peut soit s'entraîner comme Marianne et Léna que vous avez vu tout à l'heure, mais que vous voyez encore à l'écran. Soit on peut programmer nos vols avec des logiciels spéciaux pour faire de l'acquisition photogrammétrique. Et donc nous allons traiter le jeu de données qui avait été capturé par Jean-Loup, un étudiant de licence pro de l'année dernière. Alors, rapidement pour le choix du drone pour cette acquisition, nous disposons au lycée de Phantom 4 Pro, d'Inspire V2, d'un Fox 4 des lycéos ainsi que d'un Fox 6 des lycéos. Alors cette acquisition est rentrée dans le cadre d'un PFE de l'étudiant dont je vous parlais tout à l'heure. Dans ce cadre-là, nous voulions quantifier la précision du Phantom 4 Pro. Et puis en plus, nous voulions aussi bien caractériser les façades et non pas que la toiture, mais aussi les façades du bâtiment. Donc il nous fallait un drone qui pouvait incliner sa caméra. Donc nous avons choisi le Phantom 4. Nous avons aussi acquis cette zone avec les autres drones. Donc si vous voulez récupérer ces données, il n'y a pas de souci. Donc nous travaillerons avec des acquisitions réalisées en Phantom 4 de DJI. C'est pour ça que nous avons demandé le unlock des no-flying zones pour la zone. Donc là je vais peut-être couper le son et donc on est reparti. Donc dans cette acquisition, donc là vous voyez Léna, la deuxième étudiante. Donc maintenant je vous parle des acquisitions. Donc nous avons programmé les vols avec Pix 4D Capture, puisque nous traiterons les données avec le logiciel Pix 4D. On le traite aussi avec d'autres logiciels, mais on aime bien Pix 4D, donc on vous montrera avec Pix 4D. Pix 4D, comme disent nos étudiants du Cameroun, puisque je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos. Donc voilà, donc on a programmé les vols et on a choisi de faire un vol au nadir, c'est-à-dire avec la caméra verticale, un vol avec la caméra à 65 sur une zone rectangulaire au-dessus du château, avec un peu plus large que l'emprise du château, bien évidemment. Et nous avons fait un vol circulaire, donc avec la caméra inclinée aussi à 65. Rapidement, concernant le support papier ainsi que le cours sur la photogrammétrie, nous avons aussi choisi, compte tenu de la météorologie du jour du drone, qui était donc un jour pratiquement parfait, avec un petit voile nuageux, une belle lumière, mais pas trop de soleil pour ne pas griller les photos. Donc nous avions choisi de les enregistrer directement en JPEG et non pas dans le format natif RAW que nous aurions pu post-traiter après. Donc aujourd'hui dans cette application là on traitera directement des JPEG et non pas des images RAW post-traitées dans Lightroom ou Darktable. Donc voilà, on va ouvrir maintenant le logiciel Pix 4D qui est ici. Donc je vais ouvrir plusieurs
plusieurs projets. Donc voilà notre projet. Donc je vous ai parlé d'un vol circulaire, le voici. Alors je vais regarder, hop, on peut bouger les photos. Donc voilà le vol circulaire. Et ainsi que ici, nous avons fait donc les deux vols avec, vous voyez, des photos horizontales, c'est des photos au nadir, et vous voyez des photos inclinées, ce sont des photos à 65. Alors vous les voyez, vous vous dites, mais il y en a un peu dans tous les sens. Non, il n'y en a pas dans tous les sens parce qu'en fait, avec Pix4D Capture, on a programmé une double grille, c'est-à-dire que le drone fait un quadrillage dans tous les sens. Donc il prend des photos à 65 dans les deux sens. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu la pagaille, mais en fait ce n'est pas la pagaille. Donc nous allons traiter ces photos. Donc voilà l'emprise décidée. Donc sur cette emprise, un vol au nadir, caméra verticale, un vol à 65, caméra donc inclinée à 65, et puis après un vol circulaire. Alors compte tenu des obstacles et compte tenu du rayon que nous avions choisi, on l'a fait à une altitude un peu plus basse que les deux premiers vols. Donc maintenant on va lancer le traitement dans Pix4D et vous montrer les différentes phases et le résultat final. Petit rappel, donc il serait bon avant de regarder cette vidéo et pour mieux la comprendre, parce qu'on va passer rapidement sur tout un tas de phases, de reprendre donc notre cours papier, et ainsi que sur Edulschool, je vous ai parlé qu'il y avait des tutos qui ont été mis en ligne à disposition de tout le monde. Donc sur Edulschool, il y a un tuto sur la lasergrammétrie dont nous avons parlé pour les vidéos 1 et 2. Et il y a aussi un tuto sur la photogrammétrie et sur Pix4D. Donc vous pourrez le récupérer avec un jeu de données et puis pouvoir vous essayer avec ce jeu de données. De mémoire, c'est un jeu de données aérien qui ressemble un peu à celui qu'on va traiter là, ainsi qu'un jeu de données terrestre, et donc c'est l'assemblage des deux. Bon, si on revient à notre projet, donc c'est là où je vais passer assez rapidement. Donc nous on a fait trois vols, un vol circulaire, un vol avec la caméra verticale qu'on appelle au nadir, et un vol avec la caméra à 65. Donc trois acquisitions différentes. Donc il y a différentes façons de traiter ça dans Pix4D. La façon peut-être la plus et encore ça se tient, mais bon, enfin il y a deux différentes façons. Soit on traite chaque vol indépendamment, et puis après on va concaténer l'ensemble dans une quatrième étude. Donc on ferait un vol pour le nadir, un vol pour le 65, un vol pour le circulaire. Donc une étude pour chaque vol, et après une quatrième étude dans laquelle on mettrait les trois premières. Donc ça c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de mettre tout dans une étude, compte tenu du fait qu'on a à peu près la même altitude, qu'on aura à peu près donc le même GSD qui est la taille du pixel au sol très rapidement en fonction de l'altitude et de la distance focale du capteur embarqué. On pourrait faire ça. Donc nous on a choisi de le faire bien, donc là on a traité les 4 études et puis on les a rejointes dans une étude globale, d'où on a importé donc non pas cette fois-ci des images mais des projets. Donc là je vais vous montrer comment on peut faire une seule étude. Donc pour faire une seule étude, eh bien, on va dans le logiciel Pix4D, le voilà, il est lancé. Donc je vais faire un nouveau projet. Quand je fais un nouveau projet, je vais choisir bien évidemment l'arborescence. Donc là je pars, donc je vais dans YouTube, dans vidéo numéro 4, hein, ce sont les différentes vidéos que je réalise pour vous. Et donc je vais faire un choix, test. Donc là de suite il me demande quelles sont les images que tu veux mettre dans ce traitement là. Donc moi je vais rajouter mes images, donc je vais aller chercher mes images. Pour aller chercher les images, je vais dans le dossier dans lequel je les ai bien rangées. Donc là si je me trompe pas, Bagieux, Château, Scan, Drone, Revit, photo nadir plus 65, vous voyez toutes les photos. Donc je vais faire très rapidement, je prends de cette photo à cette photo là. Donc je rappelle qu'il y a 350 photos dans le projet, là j'en prends qu'une quinzaine, je fais ouvrir, donc là il les récupère. Si je fais sur suivant, hop, il va de suite aller voir dans les fichiers EXIF
qui sont contenus dans les photos, c'est-à-dire les petits fichiers d'informations qui sont joints à la photo, les informations qui sont donc dans ce fichier, et donc il récupère le géotag, hein, la position de la photo, donc la position déterminée par le drone lors de l'acquisition. Donc c'est une position qui sera à regarder avec un œil de spécialiste. C'est donc un drone qui vole à 5 mètres secondes avec un GPS embarqué qui a des qualités, mais qui donnera ce qu'il pourra donner. Donc pour la petite histoire, d'ailleurs, on n'utilise pas de Phantom 4 Pro RTK. Dans ce cas-là, la position pourrait être meilleure. Il faudra le vérifier quand même. Mais c'est pas grave, on a quand même une position, et ça c'est assez important. Surtout pour le traitement de corrélation d'image, ça nous fera gagner un peu de temps. Donc là, je viens d'importer mes photos. Hop, il vient de comprendre aussi que ces images ont été acquises avec ce modèle de caméra. Donc ce modèle de caméra, c'est le modèle de caméra emporté par le Phantom 4 Pro. Donc il s'appelle Canto ici, puisqu'en fait ici on peut éditer les différents paramètres d'étalonnage de l'appareil. Donc nous on étalonne nos appareils. Donc pour étalonner nos appareils, eh bien on prend les données constructeurs, et puis ici on peut les retravailler. Donc ces données constructeurs, pour la petite histoire, ces données constructeurs sont toutes les mêmes pour tous les Phantom 4 Pro du monde entier. Voilà. Sauf que chaque capteur embarqué a ses propres coefficients de distorsion, ses propres coordonnées du point principal de symétrie et ses propres focales. Donc il est quand même très très conseillé d'étalonner nos APN et donc d'y mettre les valeurs correspondantes ici. Ok, tac, donc j'ai récupéré mes photos, j'ai rentré les bons paramètres de mon appareil photo. Si on n'a pas étalonné, on peut utiliser les valeurs par défaut, on verra le résultat que ça nous donne. Il a déjà compris qu'il est en WGS 84 depuis la lecture des géotags dans les fichiers EXIF. Et donc là, il va nous dire, ok, tu veux traiter. Alors qu'est-ce que tu veux traiter? Il nous propose des sortes de gabarits de traitement. Donc est-ce que tu veux traiter des images dans un but de faire ce type de fichier là, ou dans un but de faire peut-être plus, voyez, de l'objet, de la statue, peut-être faire du multispectral. Alors le multispectral c'est très bien, surtout en agriculture. Donc nous on va utiliser le 3D modèle. Et on va lancer l'acquisition. Alors comme j'ai pas mis beaucoup de photos et comme elles sont géotaguées, mais vous voyez que le fond de carte apparaît. Et donc on est bien au lycée Canto. Donc voilà notre beau lycée. Pour la petite info, les sections topo sont dans ce bâtiment-là, non loin du château. Et donc les photos que j'ai sélectionnées, ce sont juste le début des photos. Donc je vous rappelle que la zone rectangulaire avec les photos Nadir et A65, c'est celle-ci. Et puis le vol circulaire a été réalisé comme cela. Donc super, donc ça y est, il a bien mis les photos, ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'arrive dans l'onglet de Pix 4D, dans ces onglets-là, il y a trois petites phases ici, je peux cocher celle que je veux. Donc en fonction de celle que je coche, en fait il va être traité ou pas la phase. Donc première phase, je cherche mes points homologues sur mes photos, je fais mon aérotriangulation et je fais ma corrélation d'image avec l'algorithme SIFT qui va bien. Donc ça, rappelez-vous sur le cours, l'algorithme, le groupement de pixels qu'il estime pouvoir reconnaître sur l'ensemble des photos, et donc il cherche ses points homologues et comme ça il assemble les photos entre elles. La deuxième photo, je crée mon nuage de point 1 puisque c'est bon, j'ai assemblé mes photos. Maintenant je peux réaliser ma création de nuage de points et je peux réaliser aussi mon maillage. Donc le maillage, c'est une sorte d'interpolation entre deux points
où il va affecter une couleur. Si un point a une couleur valeur 258 et l'autre point de valeur 256, il va dégrader entre 258 et 256 le long d'une droite entre ces deux points. Il va essayer de réaliser un maillage colorisé sur le nuage de points. Et la troisième phase, il va faire le modèle numérique de surface ainsi que l'orthophoto. Ça nous plaît beaucoup. L'orthophoto, donc cette photo, donc comme si elle était prise de façon perpendiculaire en tout point, sans déformation. Donc ça nous intéresse beaucoup puisqu'on pourra l'intégrer dans un logiciel de dessin type AutoCAD pour en faire notre vue en plan et puis par exemple vérifier l'emprise du château très rapidement. Bon, on lance donc la phase calcul. Donc dans un premier temps, on décoche les trois phases et on va lui demander de traiter que la phase numéro 1. La phase numéro 1, donc le traitement initial. Donc là, c'est la corrélation d'images, c'est la recherche des points homologues et c'est l'assemblage des photos. Si notre acquisition a été correcte, si le recouvrement entre les photos a été correctement réalisé. Donc là, dans l'acquisition, on avait choisi un 80-80 ou 80-70 en longitudinal et transversal. Donc si tout ça correspond bien, et si les images sont de bonne qualité, sont bien contrastées, eh bien la phase numéro 1 va pouvoir se faire sans aucun problème. Donc je coche phase numéro 1 et je fais démarrer. Donc quand je lance le début, vous allez voir que les petites images, les petites photos vont devenir vertes. Donc là, il lit les exifs, il récupère les photos et vous voyez tous ces petits points bleus là qui sont passés très rapidement. Et donc en fait, là, il est en train de chercher les points homologues. Donc comme les ressources de mon ordinateur sont assez importantes, il va très vite. Normalement, le traitement photogrammétrique, c'est très long. Et puis bon, là j'ai pas mis beaucoup de photos, donc ça va se faire assez rapidement. Donc là, il lance l'algorithme Sift et il cherche les points et il va nous générer un quality report de la phase numéro 1. Donc là, c'est quelque chose qui, c'est déjà réalisé. Alors c'est allé très vite. Donc rappelez-vous que c'est pas du tout les temps photogrammétriques. Par rapport au scan, le traitement de la donnée photogrammétrique est beaucoup plus long. Il faut des ordinateurs très 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 bien dotés en processeur et en carte graphique, surtout en carte graphique d'ailleurs. Donc là, je dispose de l'ordinateur qui va bien pour faire ce traitement-là. Pour la petite histoire, certains qui regardent ce film ont regardé l'autre film qui est sur la chaîne YouTube, qui représente le lycée Canto modélisé en entier avec 8000 images. Donc 8000 images, je ne vous cache pas que le traitement a été très long. Il se chiffre en jours et en semaines non-stop de calcul. Mais bon, ça fonctionne. Donc là, ça a été très rapide. Donc ce petit Quality Report, on va apprendre à les étudier. Vous irez, s'il vous plaît, sur le support papier pour vérifier tous ces paramètres et vous apprendrez à les étudier puisqu'en fait nos listings de fermeture ils sont là. Donc si on n'utilise pas bien ces Quality Reports, on n'est pas capable d'estimer notre précision, on n'est pas capable de consolider notre nuage et on n'est pas capable de dire à notre client, mais écoute, c'est joli, mais en plus je l'ai contrôlé, voilà ma précision. Alors une des choses importantes à cette phase numéro 1 là, c'est de vérifier cet overlap. L'overlap, c'est le recouvrement. Donc là, j'ai choisi que 16 photos un peu au hasard, mais on s'aperçoit que dans son traitement, tout ce qui est vert dans la zone correspondante aux photos, c'est la zone où il considère avoir assez de recouvrement. Donc il pourra reconstruire de façon correcte car il aura trouvé assez de points homologues. Tout ce qui est jaune, là ça commence à être danger, et rouge, ça veut dire que j'ai pas assez de recouvrement. Donc quand je fais une bonne acquisition, normalement toute ma zone est verte, et puis sur les pourtours, j'ai parfois un peu de jaune ou parfois un peu de rouge. Il faudra toujours se rappeler que aux confins de chaque zone, on fait attention. On fait attention. C'est un peu les zones Lambert.
aux confins de chaque zone, c'est là où il y a le maximum d'altération. Et bien en photogrammétrie, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on agrandit toujours nos zones d'acquisition, hein, pour que ces confins soient en dehors de l'objet qu'on veut modéliser. Donc voilà pour le Quality Report, hein. Il y aura d'autres paramètres, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Et donc en fait, ben voilà, regardez. Donc avec ce petit jeu de photos, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, ben, on peut s'apercevoir qu'on a un bout du château là. Vous reconnaissez maintenant le château avec le bureau du proviseur, l'espace en herbe ici. Ben, en fait, c'est pas du tout un nuage de points ça. Tous les points qui apparaissent à l'écran, ce sont les points de liaison, ce qu'on appelle les tie points, c'est-à-dire les points homologues qu'il a retrouvés sur toutes les photos. C'est les points de base qui vont nous permettre à la phase numéro 2 de créer notre nuage de points. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une prévisualisation du nuage de points, bah, c'est juste les tie points qui ont été retrouvés sur, regardez, sur ces photos-là. Donc voilà les photos, voilà l'assemblage des photos. Hein, donc on reconnaît la partie du château qui est ici. Et donc cette partie, hop, mais il est capable d'en reconstruire. Alors c'est pas le nuage de points, hein, c'est juste les points homologues qui sont communs à toutes les photos. Ou à certaines photos entre elles. Mais je vais... ah non, là je me suis trompé. D'ailleurs ça c'est, vous voyez, regardez, ça c'est un des chantiers que c'est un des projets de fin d'études d'un des groupes de cette année là en BTS. Ils ont fait une belle reconstruction d'une piste de BMX. Bon, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais bon, comme elle est ouverte, je vous la montre. Une jolie réussite d'un groupe de BTS de cette année. Donc c'est pas ça que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer ça. Donc ça c'est une autre étude. Là cette fois-ci je n'ai rentré que les photos circulaires. Alors je me suis trompé un peu dans ma sélection. Il y a ces petites photos supplémentaires. Là c'était un ersatz de début de vol circulaire. Bon, je les ai gardées. J'aurais pas dû les sélectionner, mais c'est pas très grave. Ça va pas trop nuire à mon étude. Donc là c'est le pré-traitement. C'est donc la phase numéro 1 uniquement du vol circulaire. Donc si vous vous rappelez bien, je vais faire une étude avec mon vol circulaire. Voici l'étude numéro 1. Après je vais faire une étude avec les vols en nadir, une étude avec les vols obliques et une quatrième étude où je vais joindre tout ça. Donc là j'ai traité la phase numéro 1, donc il a retrouvé tous les points homologues. Regardez, si je cache la caméra, eh bien, mon château commence à apparaître. C'est pas du tout le nuage de points. Mais je me dis, avec autant de points homologues, donc 2 points de corrélation SIFT, mais il y a des grandes chances que mon nuage de points, quand je vais le générer, il soit plutôt pas mal. Alors comme j'ai les photos à 65, hein, ça me permet d'agrandir toujours ma zone. Et dans une démarche de communication, c'est toujours bien d'agrandir un peu la zone. On peut faire des petites vidéos assez chouettes. Et je vous rappelle que le but c'est de reconstruire notre toiture. Donc là, bah, il me semble qu'elle commence à apparaître et qu'elle va pouvoir être jointe au scan et au nuage de points scanné au sol. Alors, juste avant de continuer notre étude, je voulais faire la petite aparté là sur l'étalonnage de l'APN avec notre support de cours papier. Donc je l'ai remis ici en support vidéo. Donc vous vous rappelez, donc cette partie sur la calibration de l'APN et l'étalonnage. Donc un petit rappel. Il est bon pour déterminer les divers coefficients de distorsion dont nous parlions, les coordonnées des points principaux de symétrie ainsi que la focale réelle de l'APN. Il est bon de faire cette calibration, et pour faire cette calibration il faut utiliser soit une grille plane, soit un polygone d'étalonnage. Je vous rappelle, hein, la préférence pour le polygone d'étalonnage afin d'être en 3D en fait, et pour pouvoir avoir une véritable estimation de la focale. Cette focale aura une véritable répercussion sur la profondeur de nos objets et sur la qualité entre autres de nos altimétries. Nous y reviendrons. Donc dans ce cours, je vous montre donc effectivement là on peut, voilà la configuration idéale, hein, de cette chambre d'étalonnage qu'on connaît bien.
Et là, c'est l'exemple d'un étalonnage qu'on peut tous faire. Hein. Donc là, on a choisi, donc je zoome un peu plus, une partie de notre salle de travaux pratiques. Donc là, de mémoire, on avait mis une soixantaine de cibles damiers, donc distribuées sur la périphérie de la zone et surtout sur la profondeur à différents niveaux. Et cette distribution nous permet dans un premier temps de déterminer le centre de ces sphères, de ces cibles, pardon. Donc là, on avait utilisé la S6 1 seconde, double retournement, enfin la meilleure des façons pour déterminer très précisément le centre des damiers. Et après, il est possible d'utiliser, donc là on avait étalonné aussi notre Sony Alpha 7, enfin l'ensemble de nos appareils photo, et on a utilisé aussi ce banc d'étalonnage pour étalonner tous les APN de tous nos drones. Donc ça, il est bon de faire cette manipulation, comme on vérifie nos tachéomètres, notre appareil photo numérique est notre instrument de mesure, donc il est bon de l'étalonner, il est bon de le vérifier aussi souvent que nécessaire. Voilà pour la petite aparté que je voulais faire. Maintenant, on va revenir sur notre étude de PixScanD. Bien, on a validé l'étape 1, donc le traitement initial avec la corrélation d'image, la recherche des points homologues. Donc une étude photogrammétrique, elle peut être autonome aussi. Si elle est autonome, c'est-à-dire qu'on ne va pas la joindre avec une étude scanner, comme c'est l'objet de notre projet sur le château. Donc si j'avais à traiter ça de façon autonome, c'est maintenant que je vais lui donner des points de géoréférencement et des points de contrôle, avant qu'il génère la phase 2 et la phase 3. Donc c'est là où je vais venir retrouver soit mes points au sol. Alors est-ce que je les trouve ici? Non. Alors si je clique là, donc là regardez, j'ai cliqué à peu près au point 19. Vous vous rappelez le point 19? J'ai eu de la chance. Vraiment, à force d'y aller sur ces points, on les connaît à peu près par cœur. Vous voyez, donc si j'ai cliqué ici, donc là il me sort toutes les photos qui sont relatives à cette zone. Et donc je vais pouvoir venir sélectionner mon point numéro 19 en zoomant au plus proche. Hein, vous voyez la taille du... donc ça c'est un point topo, hein, c'est un split. Donc vous voyez la taille du pixel. Hein. Donc là le GSD, je crois à cette latitude là, il était de 0,9 ou 1 cm, je crois. Imaginons que je veuille retrouver très précisément la taille du GSD pour pouvoir estimer ma précision future. Hein. Je vous rappelle que la précision planimétrique, si tout va bien, ça sera 2 fois le GSD. On pourra retrouver 2 fois le GSD, parfois moins. Et en alti, 3 fois le GSD. Donc si je veux retrouver cette valeur, je vais générer à nouveau mon Quality Report. Et dans le Quality Report, hop, d'entrée, voilà les premières données. Et donc, compte tenu de l'altitude et de l'APN embarqué, le GSD dans ce projet il est de 0,6 cm. Voilà, donc c'était inférieur aux valeurs que je vous ai données. Donc on pourra peut-être estimer une précision planimétrique de 1,3 cm. Hein. Et puis 3 fois ce GSD en alti. Et donc sur ces points-là que je connais, hein, qui sont géoréférencés dans le système que je souhaite. Donc là ils sont en CC43 et en NPF IGN 69. Je vais pouvoir les sélectionner et je vais pouvoir dire écoute, ce point là tu vas en créer soit un GCP 2D ou GCP 3D, GCP Ground Control Points. Donc c'est les points qui vont me servir à faire une sorte de transformation, encore une fois, d'Elmer 1. Donc il va m'amener tout le nuage de points sur ces points-là. Et il va me donner un écart moyen sur les points. Donc cette transformation-là, c'est pas exactement une transformation d'Elmer 1. Il faut être vigilant avec ça. Il faut surtout pas contrôler qu'avec des points comme ça.
Donc je vous rappelez-vous du tuto et de l'explication des DUSCOL. Autour de nous, quand on fait une étude photogrammétrique, on va prendre peut-être 10 points, 10 points connus, hein, 10 points anciens, 10 points géoréférencés. Mais si on a 10 points, on fait 5 points qui seront en GCP, qui vont nous permettre de géoréférencer le modèle, et on fera 5 points en points de contrôle. Les points de contrôle, du coup, il ne s'en sert pas du tout pour amener le nuage à l'endroit des GCP. Il va juste s'en servir pour que, une fois qu'il a amené le nuage avec les 5 GCP, eh bien, il va regarder les coordonnées des points de contrôle et il va les comparer avec les valeurs que j'aurai rentrées en X, Y et Z pour ces points. Donc ça, c'est hyper important, hein, mais on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'en fait, on n'est pas dans une démarche d'étude photogrammétrique unique et simple dans le sens où elle ne serait que seule pour la numérisation du château. Là, on est dans le but où on fait juste un vol complémentaire et on va assembler au scanner qui lui est déjà géoréférencé. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de cette partie-là. Hein. J'ai fait une petite aparté parce que ça, c'est très important, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc on peut passer à la génération du nuage de points avec l'ensemble. Donc je vous montre maintenant l'étude avec tous les vols assemblés. Donc là voilà cette étude. Donc cette fois-ci on a assemblé les vols circulaires, les vols au nadir et les vols à 65. Et tout ça dans une 4e étude. Donc là je vais générer les points de liaison. Donc regardez les points de liaison. Donc ça c'est toujours pas un nuage de points. Ce sont juste les points de liaison qui sont issus de l'ensemble de ces images. Donc par rapport au vol circulaire, donc si j'enlève les caméras, donc on s'aperçoit que c'est beaucoup plus dense. Alors pourquoi c'est beaucoup plus dense que par rapport au vol circulaire? Mais j'ai beaucoup plus d'informations, j'ai beaucoup plus de photos. J'ai des photos avec la caméra au nadir, j'ai des photos à 65, j'ai un quadrillage avec un recouvrement très important. Mais on pourrait se dire, mais c'est presque un nuage de points. Mais en fait, c'est pas du tout un nuage de points. C'est juste les points homologues des tie points. Alors là, on s'aperçoit aussi que la zone est beaucoup plus vaste. Hein, moi, j'ai juste survolé. Donc, si je me mets en vue dessus, hein, j'ai juste survolé cette zone-là. Sauf que comme la caméra est à 65 et que le quadrillage se fait selon les deux directions, et bien la zone est beaucoup plus importante. Et puis je m'aperçois que ma toiture, elle apparaît pas mal, hein, on voit bien les différentes cheminées, donc il y a des grandes chances que la génération du nuage de points fonctionne. Donc là je suis dans l'étude où j'ai joint l'ensemble des acquisitions et j'ai déjà traité les trois phases. Alors comment on sait qu'elles sont traitées? C'est que quand elles ne sont pas traitées, elles sont en rouge, et quand elles sont traitées, elles sont en vert. Donc là, j'ai fait les 3 phases sur cette étude-là, donc je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors première des choses, on va générer le nuage de points. Donc le nuage de points pour l'instant n'est pas à l'écran. Je vais dire à l'ordinateur, tiens, allez, vas-y, mets-moi le nuage de points. Donc pour ça, je clique ici, et donc voilà le nuage de points du château. Donc cette fois-ci, voilà le nuage de points qu'il a généré de mon château. Donc on se dit que c'est assez chouette. Un petit bruit en fond. Je suis en train d'enregistrer avec mes enfants à côté. Donc c'était un bruit de PlayStation de mon fils, pour la petite blague. Donc il est chouette ce nuage. Hein, il est vraiment dans la taille du point. Pour l'instant, j'ai pas encore mis le maillage. Donc on peut se dire, mais vraiment, vous voyez, il y avait des cônes circulaires ici. Si je clique ici, il va les retrouver sur la photo. Donc voilà les cônes de chantier. Donc je m'aperçois que quand même le rendu photogrammétrique, donc on va pouvoir voir sa précision, mais je m'aperçois que le rendu photogrammétrique, quand c'est bien fait et quand c'est fait avec assez d'informations, c'est-à-dire assez d'images, on peut être quand même très surpris du rendu. Alors bien évidemment, hein, ça ne sera pas parfait, rien n'est parfait. Hein. On s'apercevra qu'on a des petits points, qui sont
voyez. Donc ça c'est un peu le bruit, l'effet de pont, hein. C'est comme un scanner. Et tout ça, ça se nettoie. Donc vous vous rappelez, on a fait une vidéo sur le nettoyage du nuage de points en laser grammétrie, c'est-à-dire en scanner au sol. C'est la même chose en photogrammétrie, hein. On aura des points qu'il faudra nettoyer. Donc pour la petite info, là je vous montre le nuage vraiment brut, hein. Il y a zéro nettoyage. Mais la première fois qu'on voit ça, on se dit c'est quand même très chouette. Et donc là j'ai généré aussi le maillage, donc voyons le rendu maillé. Donc là je lui dis mets-moi aussi le maillage. Donc là il met un petit peu de temps pour le recalculer, le régénérer. Donc là comme il n'y a pas de... Vous voyez comme ça n'a pas été nettoyé, à des moments il fait l'interpolation de façon un peu bizarre. Mais mon château déjà il est chouette. Il est chouette, et puis arrivé à des moments, vous voyez ces points d'effet de pont là, il les a pas pris dans le maillage parce que lui-même il se dit ils sont trop loin, donc je veux pas te les prendre. Donc ça sera un nuage de points. Ça c'est le maillage. Je peux en extraire l'OBJ du maillage et le mettre dans un logiciel 3D. Mais je peux surtout en extraire mon nuage de points. Le nuage de points il était déjà fait à l'étude numéro 2. Et je vais pouvoir maintenant le joindre. Donc voilà pour le rendu 3D. Donc avant, si on ne faisait donc, je me répète un peu, hein, je suis désolé, mais c'est un peu ça la pédagogie, hein, c'est un peu la redondance. Donc si on n'avait pas d'étude de scan, et si on n'avait que le drone, à ce stade-là, c'est très joli, il faut contrôler. Si on ne contrôle pas, on est un topographe dangereux. Et on fera très vite des erreurs et ça se passera pas bien pour nous. Donc pour contrôler, je sors mes quality reports, donc je vais dans le traitement, je vais dans mon rapport de qualité. Et dans mon quality report, donc j'ai donc l'overlap sur lequel je suis passé très rapidement, mais l'overlap c'est vraiment une des choses, vous voyez, donc là il y a tellement de photos que l'overlap est vraiment presque parfait, hein. J'ai tellement pris de photos que forcément il y a du recouvrement partout. Mais bon, on confirme, vous voyez quelques petites zones rouges là. Donc là, j'arrive sur ma solution bundle, et donc sur ce bundle block là, sur cette solution là, j'arrive sur les paramètres de calibration de mon appareil. Donc j'aperçois que j'avais rentré ces valeurs là de ma calibration. Lui, il en a recalculé d'autres qui sont un peu différentes. Donc bon, il y a quelques petits écarts là parce qu'en fait je suis allé un peu vite dans le choix de la calibration et dans le lancement du projet, donc j'avais pas pris le bon fichier de calibration. Donc on s'aperçoit quand même qu'il vérifie, et c'est une bonne chose, il vérifie les valeurs que je lui rentre. Et donc même celles que j'avais rentrées qui étaient un peu différentes des valeurs initiales, et bien lui il les a recorrigées en fonction de son jeu. Et il m'explique pourquoi, et c'est à moi de voir si je suis d'accord avec ces corrections-là. Et puis à la suite de tout ce listing, donc là il m'explique tout un tas de choses, les points homologues entre les images, le nombre de points homologues en fonction des images, et puis surtout là arriverait ici mon listing de contrôle avec mes GCP. Vous vous rappelez les sélections de points ici, les GCP et les checkpoints. Donc c'est là où je pourrais confirmer la précision de mon levé. Donc là, je ne l'ai pas dans ce listing parce que je ne l'ai pas fait. Parce que pour moi, mon contrôle, il va arriver après quand je vais assembler ce nuage avec mon nuage de scan. Voilà. Si j'avais pas ça, c'est dans mon listing de mon quality report ici que je pouvais vérifier et valider ma précision grâce au checkpoint. Si je mets pas de checkpoint, j'ai pas de précision. Je vous rappelle, dans le support par pied, hein, on peut estimer si tout va bien, si nos recouvrements sont bons, si notre GSD est correct, si le bol s'est bien passé, si les images sont de bonne qualité. On peut estimer et espérer une précision planimétrique de 2 fois le GSD et une précision altimétrique de 3 fois le GSD. Hein, ce sont les valeurs empiriques qui sont issues d'un certain nombre d'études photogrammétriques. Il n'y a pas de texte réglementaire là-dessus.
Mais on peut espérer ça et ce sont vraiment des valeurs que l'on retrouve. Vous voyez mon mèche là, ben, sous la toiture là, comme il y a des points un peu perdus, des effets de pont, mais il a fait un mèche qui est pas très joli et qui est surtout pas trop représentatif de la réalité. Donc avant de créer le mèche, il faut nettoyer le nuage. Et donc en photogrammétrie comme en lasergrammétrie, ben, le nettoyage c'est une partie un peu fastidieuse mais quand même très importante pour le rendu et la qualité de notre rendu. Bon, ce nettoyage, donc j'ai bien insisté, hein, il est donc très important. On va pouvoir, tout à l'heure, quand je vous ai fait le visuel, j'avais laissé les points de liaison. Donc vous voyez, ces points de liaison, ce sont les points homologues. Ben, parfois, dans notre visuel, ça gâche un peu la qualité du visuel, donc il faut les décocher ici. Et donc du coup, nous ne voyons maintenant que le nuage de points. Bon, on peut s'apercevoir que l'effet de pont, regardez par exemple sur la dalle qui est ici, mais si on la suit, on va pouvoir s'apercevoir que c'est plus ou moins pas mal, c'est plus ou moins linéaire. Est-ce que c'est une qualité qu'on aurait pu avoir avec notre scanner? Bon, on voit que quand même, hein, il y a quand même des petits résidus qu'il va falloir soit éliminer par le nettoyage, soit on va les intégrer comme ça. Et puis nous, après, quand on va réaliser la maquette et le modèle dans le logiciel paramétrique tel Revit, et bien en fait, ce sera à nous à créer les génératrices et donc à éliminer ces points. Hein. Donc soit on peut les éliminer directement dans le nuage, soit on les éliminera dans l'analyse après dans notre création de maquette. Donc on s'aperçoit que chouette, donc grâce au scan et au relevé terrestre, j'avais toute la partie RDC, R+1, R+2, et puis j'avais pas toute la toiture, mais grâce à la photogrammétrie, j'ai tout ça. Donc je vais pouvoir tenter d'assembler la totalité. Donc le petit jeu va consister maintenant, donc je passe la vidéo commence déjà à être longue, donc je passe sur le nettoyage. C'est quelque chose de très simple mais c'est assez fastidieux. Petit conseil, il faudra réoptimiser nos modèles, il vaut mieux en garder des copies parce que parfois ça plante. Hein, pour ceux qui ont pris l'habitude, parfois on a de la perte de travail. Donc moi je vous donne un petit conseil, c'est de sauvegarder à toutes les étapes, hein, quitte à après éliminer bien sûr tous ces fichiers, hein, parce que sinon le volume va être faramineux. Mais bon, méfiance dans toutes ces parties de traitement là, parfois on peut perdre quelques heures de travail. Et comme le traitement photogrammétrique est très long, eh bien c'est un peu rageant. Certains élèves, certains étudiants se reconnaîtront dans ces petits messages. Bon, alors ce nuage de points, il se situe où? L'orthophoto se situe où? Eh bien en fait, donc ça j'ai traité, donc c'est dans nuage drone. Donc si je suis bon, je vais aller dans mon fichier. Donc alors il faut pas que je me mélange. Dans nuage drone, tac. Alors je me suis perdu bien évidemment en le disant il ne faut pas que je me trompe, je savais que j'étais en train de me perdre, donc en fait c'est pas sur C, c'est sur D. Chance nuage drone, voilà, donc ça c'est l'arborescence du fichier qui a été créé par Pix4D. Hein, donc quand j'ai créé mon chantier, mon étude nuage drone, voilà mon étude, et puis en plus en parallèle il va me créer tout un tas de fichiers. Ce dossier-là correspond à la phase numéro 1, ce dossier-là correspond à la phase numéro 2 du traitement, ce dossier-là correspond à la phase numéro 3. Donc on sait qu'à la phase numéro 2, on a fait notre nuage de points, donc il y a des grandes chances que le nuage de points soit ici. Donc je double-clique ici, nuage de points, point cloud in English. So I go in point cloud, et me voilà. Donc on voit qu'il a une belle taille, notre nuage de points, hein, il fait 906 mégas. Alors le paramétrage fera que Pix4D le générera soit en un seul nuage, soit en plusieurs nuages qu'il va découper
de façon aléatoire, c'est lui qui choisit en fait. Donc c'est pas très grave, si on a plusieurs nuages, il suffira de les concaténer. Donc voilà pour le nuage de points. Donc il me met type 3D Reshaper là parce que c'est un logiciel qu'on utilise aussi. Mais donc là on l'a, c'est du fichier, je crois LAS ou E57 de mémoire. Hein, c'est ou l'un ou l'autre. C'est pas du LAS, mais c'est sans doute du LAS ou du E57. Je ne me rappelle pas trop ce que j'avais généré. Donc voilà pour le nuage de points. Et puis et bien pour l'orthophoto, eh bien l'orthophoto se situe ici. Bon, aujourd'hui on n'ira pas on va pas explorer l'orthophoto, hein, c'était pas le but, vous reporterez au support papier. Donc voici l'arborescence générée par Pix4D de mémoire dans les options ici. Donc là on pourra vérifier ça, ok, et dans les traitements, dans les options de traitement ici, on pourra voilà les formats. Donc je me trompais sur le E57, j'avais un doute. Le E57 c'est un peu le DXF de la 3D, hein, la plupart des logiciels le génèrent. Bon, Pix4D nous propose ce type de fichier. Donc LAS, donc le LAS c'est le compressé du LAS. Donc vous pouvez générer tous ces fichiers qui sont lisibles, par la plupart des modeleurs volumiques ou logiciels paramétriques de 3D. En ce qui concerne l'orthophoto, on pourra venir ici voir les qualités de la photo que nous voulons générer. Donc tout un tas de paramètres qu'il est important de venir il faut venir flâner, hein. Vous venez flâner dans ces paramètres là qui sont c'est comme Covadis, les options de calcul, c'est comme RealWorks, c'est comme Scène, c'est comme tous ces logiciels là, Cyclone, hein. On va tout le temps dans les options, puis avant de commencer quoi que ce soit, on vérifie ce qu'on peut faire et puis on peut éventuellement changer les paramétrages de base. Donc le nuage de points que je vous ai montré, c'est donc un LAS. Et ça se choisira dans ces options-là. Donc maintenant, je reviens au but de mon projet, puis on va s'acheminer vers la fin de cette vidéo. Hein. Si je m'arrête pas, si ça tenait qu'à moi, ça durerait quelques heures. Donc il faut que je me muselle un peu. Donc si je reviens à mon projet, je dois rajouter au nuage de points de laser grammétrie terrestre cette partie. Alors j'ai deux solutions. Soit je vais garder tout mon nuage et je vais essayer d'assembler tout. Soit je vais en sélectionner juste une partie, en extraire une partie, et je vais essayer d'assembler que la partie extraite. Donc dans la future vidéo, nous allons essayer de voir ces différentes options, voir les résultats, et puis on choisira ensemble la façon de mener à bien cette mission. Bon, en guise de conclusion, et ce qui appartient à César doit revenir à César. Nous avons fait l'exploitation de données acquises par Jean-Loup. Donc, eh bien voilà Jean-Loup. Jean-Loup, un des matins où nous faisions aussi les apprentissages. Donc Jean-Loup se situe ici. Et c'est lui qui était en charge de cette acquisition l'année dernière. Et donc nous utilisons son jeu de données. Donc en guise de conclusion, donc votre serviteur ici et Quentin, un autre étudiant de licence pro de l'année dernière. Donc en guise de conclusion, une autre technologie dans cette vidéo qui est la photogrammétrie aérienne, un même résultat qui est le nuage 3D que nous allons pouvoir assembler, et un même esprit, l'esprit de contrôle. On change de technologie, la topographie change, mais l'esprit reste, donc on contrôle, on valide, on prend des mesures cette fois-ci avec un appareil photo, donc notre instrument de mesure c'est un appareil photo numérique, et bien on va l'étalonner, on va le contrôler, on va appliquer le même esprit, et comme ça on sera capable de quantifier notre précision, de quantifier notre résultat, de quantifier la qualité de notre résultat, et on sera capable de le certifier auprès
auprès de notre client. Donc j'en ai terminé vraiment cette fois pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour la vidéo d'assemblage de tous ces nuages de points. Allez, bonne continuation.